samedi 11 février prochain. Après une deuxième journée de mobilisation réussie et un soutien de l'opinion qui ne se dément pas, le mouvement de protestation contre la réforme des retraites arrive à un moment clé. Les leaders syndicaux devront bientôt choisir. Devront-ils durcir le ton ou négocier? On va en parler avec celui qui nous fait l'amitié d'être avec nous chaque jeudi pour ces dialogues. Robert Namias, bonjour. Bonjour Rudy. Bienvenue dans ce studio et nous accueillons pour évoquer ces questions autour de ce mouvement et de sa perception dans l'opinion. Brice Teinturier, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur RCJ. Merci. Je rappelle que vous êtes politologue, directeur général délégué de l'Institut Ipsos. Alors, on va partir d'un paradoxe. Mardi dernier, il y avait plus de monde dans les rues. C'est une certitude, 1,7 million selon la police, bien plus selon les syndicats évidemment, mais moins de grévistes. Qu'est-ce que cela veut dire, Robert ? À mon avis, c'est l'indicateur le plus important. Parce que les manifestations soient puissantes et mobilisatrices, on n'en doutait pas. En revanche, il y a une interrogation qui demeure d'ailleurs. C'est pour ça que ça n'est pour l'instant qu'un indicateur, si j'ose dire, de deuxième tour, puisque c'était la deuxième journée, mais quand même de la volonté de bloquer le pays et de faire plier le gouvernement. Parce qu'on l'a dit ici à de nombreuses reprises, on l'a vu d'ailleurs dans les réformes précédentes, et à l'occasion des réformes précédentes, 2003, 2010 notamment, les manifestations, traditionnellement, sont extrêmement puissantes. Repousser notamment l'âge légal de la retraite est quelque chose qui a toujours extraordinairement mobilisé et qui est, par définition, impopulaire. Mais ce qui compte, c'est la façon dont on tente de faire plier le gouvernement. En 1995, on l'a fait plier parce que, quand je dis on, c'est évidemment les grévistes, parce qu'il y a eu 3 semaines de blocage total des transports et donc d'une certaine manière de l'économie du pays. Ça n'a pas été le cas en 2003, ça n'a pas été le cas en 2010 et les 2 fois, malgré des manifestations quasiment aussi puissantes, le projet a été adopté. Donc la grande question, elle se pose la semaine prochaine. Je pense que ce n'était que 2 tours de chauffe et on verra à l'occasion de ces journées du 8 février, ou du 7 février, pardon. Et alors, moins du samedi, parce que le samedi, il n'y a pas de grève vraiment, sauf s'il y a des grèves reconductibles dans les transports. On verra à cette occasion quelle est la mobilisation et la volonté de bloquer le pays, avec toujours un effet qui est un effet contradictoire, c'est-à-dire une population qui en veut d'abord au gouvernement, et qui donc soutient effectivement ces blocages, mais qui très vite se retourne contre ceux qui les bloquent et qui les empêchent de vivre normalement. Brice Teinturier, est-ce que cette mobilisation est-elle si populaire ? Oui, elle est populaire. Globalement, les Français soutiennent la mobilisation, soutiennent également les grèves potentielles à venir. Et on a là un phénomène assez classique où vous avez une large partie de la population qui adhère à un mouvement sans que pour autant chaque individu, évidemment, ne descende lui-même dans la rue ou ne fasse grève. Mais il faut prendre au sérieux ces indicateurs. Ils montrent bien que le mouvement est populaire, que le rejet est puissant. Maintenant, 67%, c'est ce qu'on a en gros comme rejet de l'âge légal, c'est pas non plus 80%. Et en réalité, on a aussi, un peu comme on a une tripartition dans ce pays, eh bien un socle de 35-38%, ce qui correspond peu ou prou à la popularité de Renaissance et du chef de l'État. Un socle qui approuve la mesure, en tous les cas qui ne s'y oppose pas. Et puis une radicalisation à la périphérie du système, comme on dit, en tous les cas chez les sympathisants de gauche, et notamment de la France Insoumise et du RN, et dans les milieux populaires, une radicalisation là qui s'y oppose extraordinairement puissamment. Donc la moyenne générale ne veut pas dire grand-chose. Moi, ce qui m'a frappé, c'était de voir à quel point on avait des Français qui nous disaient « je vais certainement manifester, certainement me mettre en grève ». Alors, il y a toujours une surdéclaration, mais on était à des taux de 20-22%, ce qui est beaucoup sur les certainement. Et ça traduit véritablement l'impopularité de cette mesure. Maintenant, je rejoins Robert Namias. La manifestation, c'est un moment où les gens se donnent à voir comme étant un groupe uni, potentiellement important, et qui s'oppose à quelque chose. La grève, c'est un mode d'action qui, lui, peut effectivement avoir des effets
beaucoup plus puissants, beaucoup plus radicaux. Le paradoxe, c'est que vous pouvez avoir moins de grévistes, mais qui obtiennent du résultat, parce qu'ils paralysent le pays, et beaucoup de manifestants, mais une fois qu'ils ont manifesté, très bien, c'est une journée, on peut refaire une autre journée, mais ça ne bloque pas le pays. Est-ce qu'on peut obtenir des choses sans bloquer ? Oui, je pense que de toute façon, il va y avoir des choses qui vont être largement amendées. Alors ça coûtera encore de l'argent, au point qu'on peut se demander d'ailleurs à quoi va servir cette réforme. Si sur les 13-15 milliards, paraît-il, récupérés avec l'application de la réforme, il en est redistribué 7, 8 ou 9, on peut s'interroger sur effectivement l'utilité de la réforme. Ce qui est sûr, c'est que plus il y aura de milliards dépensés, laissant ce point d'interrogation, plus effectivement un certain nombre de catégories de la population vont y trouver un intérêt majeur. Les femmes, on l'a dit, il y aura encore vraisemblablement de nombreuses corrections à l'Assemblée, et puis les carrières longues, là également, ceux qui ont démarré dans la vie active extrêmement jeunes. On voit bien qu'il y a là des champs sur lesquels un certain nombre d'amendements, soit des républicains, soit même de la majorité, voire pour certains des oppositions, vont encore modifier le contenu même de la réforme. Donc il va rester ce point central, évidemment, qui provoque cette mobilisation et voire déclenche ces grèves, c'est le passage aux 64 ans. Mais à un moment donné, va se poser la question de savoir, notamment pour toutes les catégories dont je viens de parler, parce que sinon il n'y a pas de réforme du tout. Du tout. Et donc, y compris notamment pour les petites retraites, etc. Donc, moi je pense que la situation est en balance et qu'on sentira vraiment la semaine prochaine, notamment avec ces grèves, s'il y a risque de blocage ou non. S'il n'y a pas blocage, cette réforme va être votée. Alors, dans quelles conditions, avec quel type d'amendement, elle va être votée. Et même pas forcément avec le 49-3, mais avec l'assentiment finalement des députés républicains en nombre suffisant pour la faire adopter. Mais ce qui va rester, c'est le ressentiment de la rue. Je rappelle qu'en 2003, il y a eu la rue, elle a été adoptée. Derrière, 2 ans plus tard, il y a eu le référendum de 2005, qui était quand même un camouflet terrible au pouvoir et à Jacques Chirac. En 2010, il y a eu la rue, la réforme a été adoptée. En 2012, Nicolas Sarkozy a été battu. Si ce que Robert Namias identifie se réalise, à savoir une réforme qui serait progressivement déshabillée de beaucoup de ses aspects parce qu'il va falloir négocier au Parlement, le gouvernement, je crois, aura perdu sur les 2 tableaux. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'il restera? Principalement le totem des 64 ans, mais une rancœur extrême dans le pays. Donc pour le coup, ça fait non pas beaucoup de bruit pour rien, parce que ce n'est pas rien et c'est important, mais finalement une réforme qui ne sera pas aussi puissante que l'aurait voulu le gouvernement dans ses effets, notamment financiers, et encore une fois une rancœur intacte de la part des Français. Parce que ce qui aura été arraché par la négociation donnera le sentiment à ces mêmes Français que justement ils ont dû l'arracher. Ce que nous mesurons là dans nos enquêtes, c'est que pour une majorité importante de Français, cette réforme vise non pas à protéger le système de protection sociale ou de retraite, mais à le détruire. L'idée que Emmanuel Macron veut détruire par cette réforme un système auquel les Français sont attachés est une idée majoritaire. C'est absolument épouvantable pour le gouvernement. C'est un manque de pédagogie ? C'est pas uniquement de la pédagogie, parce que là on est sur les intentions supposées du gouvernement. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de rancœur et l'idée que ce gouvernement serait libéral. On renoue avec une forme de critique qu'on avait en 2018 sur un gouvernement qui quelque part voudrait du mal aux Français. C'est très rare qu'on ait ça dans un pays. D'habitude on peut avoir des réformes où vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne prêtez pas pour autant au pouvoir en place une intention maléfique. Là, c'est le cas de manière majoritaire. Donc ça traduit quand même ce ressentiment, cette rancœur qui effectivement ne s'arrêtera pas au lendemain de la réforme, quelle qu'elle soit, qu'il y ait eu beaucoup d'aménagements ou pas. Donc on a un phénomène qui est tout à fait particulier. Je crois personnellement qu'elle va aussi passer. Les Français le pensent, et c'est très important dans la mobilisation. Les 2/3 des Français pensent que le gouvernement ne reculera pas sur les 64 ans. C'est pour ça aussi que j'ai du mal à imaginer des manifestations collectives, massives et durables. Qu'elles soient collectives et massives
au début, et a fortiori tant que la loi n'a pas été votée, c'est normal, vu ce que suscite le projet. Mais une fois que ça sera passé au Parlement, j'ai du mal à imaginer une mobilisation qui continue dans la rue. En revanche, je vois très bien tous les ingrédients d'une colère, d'une rancœur qui restera et qui pourra s'exprimer effectivement à l'occasion d'autres élections. N'oublions pas qu'on a les européennes qui arrivent et puis on peut avoir d'autres phénomènes qui se mettent en place pour malgré tout manifester son mécontentement. Est-ce qu'Emmanuel Macron en a conscience de cette colère ? Je n'en ai absolument aucune idée. Je n'ai pas été invité à l'Élysée la semaine dernière. J'y serais allé d'ailleurs. Et par conséquent, je n'ai aucune idée de ce qu'il peut avoir dans la tête et s'il est conscient de cette situation. Ce qui est sûr en tous les cas, c'est qu'il faut voir aussi que sur le plan politique, les oppositions ne jouent pas toutes le même jeu. Et que l'opposition, quand même violente, en tous les cas verbalement, ce qui est de plus en plus dans la tradition de la NUPES, en tous les cas d'un certain nombre de représentants de la NUPES et des Insoumis, par rapport au jeu très habile que mène Marine Le Pen, avec au fond les mêmes ingrédients, c'est-à-dire une partie de la population qui globalement n'accepte pas les 64 ans, mais qui, au-delà de ça, est la partie la plus populaire électoralement, dont on a vu qu'elle se portait de plus en plus vers le Rassemblement national, désertant les oppositions de gauche. Et on voit bien que dans ce jeu subtil qui va se jouer même au Parlement, dans les attitudes de chacun, dans les excès des uns et la réserve des autres, le Rassemblement national va continuer d'engranger. C'est lui, et toutes nos enquêtes, là, pour le coup, permettent de le documenter, qui effectivement tire son épingle du jeu de la manière la plus efficace. Vous avez une majorité très large aussi de Français qui aujourd'hui considèrent que la France insoumise a une opposition beaucoup trop radicale et systématique. Du coup, vous avez aussi, en termes d'image, à propos de la France insoumise, des dimensions qui ont considérablement régressé par rapport au Rassemblement national. Quand vous demandez est-ce que la France insoumise incarne une société dans laquelle vous voudriez vivre, eh bien vous êtes maintenant loin derrière pour la France insoumise, loin derrière le Rassemblement national. Donc c'est le RN qui arrive en tête sur la capacité à gouverner, sur la capacité à dessiner une société dans laquelle on souhaiterait vivre, et son mode d'opposition est bien plus efficace que ce qu'a cru, je crois, la France insoumise, puisqu'ils ont déclaré à un moment donné qu'il fallait une opposition radicale pour pouvoir reconquérir les milieux populaires. C'est un contresens absolu. En tous les cas, à date, les milieux populaires, ils restent attachés au Rassemblement national, et c'est bien le RN qui est perçu comme l'opposition la plus efficace, la plus crédible, la plus légitime. Alors on a des LR qui essayent de revenir aussi, et c'est une occasion pour eux, cette réforme. Je sais qu'il y a 12, 13 députés dont on dit qu'ils pourraient ne pas voter cette réforme des retraites. Si c'était le cas, sincèrement, quelle est la raison d'être des LR ? Elle est déjà faible, coincée entre le macronisme de droite et le Rassemblement national. Là, plus personne n'y comprendrait rien. Donc les LR peuvent jouer un rôle important, voire décisif, mais c'est bien le RN qui est le plus efficace dans son mode d'opposition. Alors concernant la suite de ce mouvement, il y a cette question aussi de l'unité syndicale. On a le sentiment ces derniers jours que cela est en train de se fissurer sur la stratégie. Est-ce que cela va être la clé aussi des semaines à venir ? Se fissurer, pas plus que prévu, si j'ose dire, parce que les prochaines manifestations sont encore appelées par l'intersyndicale totalement unie, notamment Martinez et Berger, mais également la FSU, FO, etc. Donc, il n'y a pas de fissure à ce niveau-là. Pour le reste, il y a des divergences mais la stratégie, au-delà des manifestations de rue, a toujours divergé, et elle continue de diverger. Vous avez d'une part, notamment Sud, les syndicats vraiment radicaux, dont parlait Brice il y a un instant, et les politiques radicaux, qui, eux, vont tenter effectivement de bloquer à travers des grèves reconductibles, etc. Cette stratégie n'a jamais été celle d'un certain nombre d'autres syndicats, et en particulier, mais pas seulement, de la CFDT. Et donc, par conséquent, ces fissures, au moment
où on sortira des manifestations de rue pour rentrer dans le dur, qui est de savoir si on fait grève ou pas, dans quelles conditions, à quel rythme. On rentre, c'est tout bête, mais on rentre dans la période des vacances scolaires à la fin de la semaine. Il y a quand même des millions de gens, et pas forcément tous ceux qui vont au ski, mais qui simplement doivent se retrouver en famille, comme à Noël, etc. Et donc qui pourraient voir leur projet percuté par ces grèves. Ça peut très vite provoquer des mouvements de recul, voire de lâchage, vis-à-vis de ces protestataires. Et ça, la CFDT hébergée le sait très bien. D'ailleurs, il l'a toujours pensé. Et donc, par conséquent, il l'a dit lui-même, d'ailleurs. Si le projet devait être adopté, c'est ce que vient de dire Brice, la rancune demeurerait, la suite serait très difficile pour le gouvernement, mais lui ne s'y opposerait pas. Il est légaliste. Et de ce point de vue-là, ce que vous appelez la fissure, elle est dès l'origine, y compris dans ce mouvement unitaire, qui n'est unitaire que pour descendre dans la rue. Mais il y a beaucoup de choses aussi que nous ne savons pas. Moi, je voudrais insister là-dessus et qui peuvent se produire. Bon, vous avez compris que moi, mon hypothèse, c'est plutôt que le mouvement finira progressivement par diminuer et que cette loi va passer, mais avec de nombreux, probablement, amendements. Cela étant, si vous avez un renforcement des manifestations avec des Français qui se disent « mais finalement, on est bien plus nombreux que ce qu'on imagine ». Et donc, finalement, on peut peut-être faire plier le gouvernement. À ce moment-là, cet indicateur que moi, je suis de très très près, hein, le pronostic sur est-ce que le gouvernement reculera ou pas, il peut bouger. Et s'il bouge, j'ai envie de dire que le scénario, il n'est pas inscrit comme je le fais dans ma première hypothèse. L'autre élément qui est important, c'est qu'on évoquait le cas de figure des grèves et leur potentielle impopularité. Mais on peut avoir la lecture aussi inverse, c'est-à-dire des Français qui soutiennent le mouvement et qui, au bout d'un moment, quand le pays est bloqué, se disent « mais que fait le gouvernement ?» C'est-à-dire que ça revient en boomerang du côté du gouvernement. Alors certes, on est éventuellement exaspéré par ces grèves, en tous les cas une partie de la population, mais qui peut modifier la donne? C'est toujours l'exécutif. Et à ce moment-là, on se tourne vers l'exécutif en disant « c'est insupportable, il faut que vous lâchiez ». C'est a fortiori si la réforme est impopulaire. Donc vous voyez, on a des scénarios qui sont encore quand même relativement incertains. C'est pour ça que la semaine prochaine sera décisive. Et puis encore une fois, que le pronostic des Français me paraît être l'indicateur le plus important dans cette affaire. Alors j'ai une dernière question à l'un et à l'autre. On l'a beaucoup entendu. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, en passant de 65 à 64, a donné ce qu'on appelle du biscuit trop tôt et n'a finalement plus rien à donner et va donner des choses qui vont complètement vider la réforme de sa substance? Brice ? Moi, je crois que si la réforme avait été dès le début un recul de l'âge de la retraite à 65 ans, c'était une provocation. Et qu'à ce moment-là, vous auriez eu encore plus de manifestants, encore plus de rancœur, etc. Et que c'est un peu une illusion rétrospective de se dire aujourd'hui, parce que ça ne passe pas, finalement, c'était une erreur de... je ne pense pas du tout que ça aurait fondamentalement changé la donne. Et je suis certain... Et les enquêtes le montraient, qu'entre 65 et 64 ans, vous aviez des écarts de 4 à 8 points dans les niveaux d'opposition. Donc 65 ans, provocation. 64 ans, on n'en veut pas, les Français n'en veulent pas, ça c'est clair. Mais je ne vois pas finalement cette espèce d'idée, une stratégie, il fallait démarrer à 65, ça permet de négocier, etc. Non. Robert, en conclusion. Non, parce que cette problématique-là, de toute façon, majoritairement les Français sont opposés et resteront opposés au report de l'âge légal. Il est à 62 ans, qu'il soit à 63, 64 ou 65, ne change rien à l'opposition. Sauf que, comme le dit très bien Brice, qui a de meilleurs indicateurs que moi, 64, c'est pas 65. Et c'est vrai que 63 ne serait pas 64. Mais l'opposition, elle est quand même d'abord sur le report de l'âge légal. Donc de ce point de vue-là, ça ne change rien, sinon que ça a donné quand même le sentiment que le gouvernement pouvait écouter, entendre et bouger, contrairement à ce que disent les syndicats. Donc c'est un argument aussi qui se retourne contre ceux qui dénoncent l'immobilisme du gouvernement. Donc en tout état de cause, je pense que l'opposition aurait été encore, comme le dit Brice, beaucoup plus forte avec un âge légal à 65 ans et que ça n'est plus cette problématique-là. La problématique, c'est est-ce qu'au fond, cette réforme va améliorer considérablement
ou moyennement ou faiblement le sort de chacun. Si le sort est amélioré de manière importante et significative, alors effectivement, la loi sera votée, parce que mieux vaudra cette loi que rien, mais le ressentiment demeurera malgré tout. Merci à tous les deux. Restez avec nous, puisque je vais vous demander vos coups de cœur dans un